Nairobi, Luanda, Washington, Doha, peut-être Lomé bientôt. Les noms des capitales se succèdent, mais la solution, elle, s'est fait encore attendre. Les deux parties campent dans leurs positions respectives et ne sont prêts qu'à continuer à dialoguer. En tout cas, ça, personne ne le refusera. Mais à qui profite cette crise qui ne fait que durer? Nous parlons de 13 juin 2022, quand l'armée a dû reculer pour la première fois à Bunagana, et jusque-là, pratiquement aucune partie n'a été concrètement récupérée. La population se retrouve dans une situation plus que difficile dans les grandes villes telles que Goma ou Bukavu, mais aussi à Rutshuru, à Masisi, un peu partout. Qui aujourd'hui travaille effectivement pour la solution? Quel acteur politique? Quel membre du gouvernement? Le président de la République? Quel opposant? Parce qu'il y en a qui proposent aussi. Nous allons en parler dans ce Ça fait débat, un numéro qui veut beaucoup plus avancer des idées constructives plutôt que se diviser. Nous serons avec 4 invités, notamment M. Silver Bossois, qui est le chef du Parti communiste, secrétaire général. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il me semble que chez vous, il n'y a pas de président. C'est un secrétaire général, c'est un choix assumé. Pourquoi? Oui, presque tous les partis de gauche à travers le monde et les partis communistes dans tous les pays, il n'existe pas un président dans un parti communiste. Il n'y a qu'un secrétaire général, l'autorité morale du parti. C'est le secrétaire général. Oui. Et c'est vous que nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Il y a à votre gauche M. Henri Kadimassi. Lui, c'est un sympathisant, cadre de l'AFDC, de Modeste Bahati Lukwebo, que l'on sent un peu plus en retrait. Au garage, comme on dit, deuxième vice-président du Sénat, quelques postes au niveau du gouvernement et très calme depuis. Bonjour. Bonjour, M. Christopher. Bahati Lukwebo n'a jamais été en retrait. Peut-être il réfléchit par rapport à la situation de son grand Kivu. Il réfléchit depuis beaucoup longtemps maintenant, oui, quand même. Oui, il doit réfléchir. Il a perdu des affaires, attaqué, on en a vu des reportages. L'important pour lui, c'est de voir sa population du grand Kivu en paix. C'est dans ce sens-là qu'il travaille jour et nuit. Et il est à côté du président de la République pour l'accompagner, en fait de ramener cette paix à l'est de la République démocratique du Congo. Très bien. À l'autre extrémité de la table, on a M. Christian Choukourou. Lui est cadre du parti UNC, d'un autre digne fils de l'Est du pays, à savoir Vital Kamerhe. Lui aussi peut être envoyé au garage. Cette semaine, on l'a vu sympathiser avec son successeur, Aimé Boji, alors qu'il y a encore énormément de polémiques sur la manière avec laquelle il a été poussé en dehors de cette... à la présidence de cette chambre basse du Parlement. Fair play, il n'y aura pas de ménage de votre côté? Kamerhe reste Kamerhe. On peut les dédoubler comme on veut, mais il demeure l'original, le Kamerhe que tout le monde connaît. C'est très bien. Et à côté de vous, enfin, Donald Kabasele, lui, c'est le parti présidentiel, hein, l'UDPS, cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue aussi à vous, où il y a quand même maintenant de la paix. Hein, UDPS réconcilié, plus de 2-3 camps, tous derrière le président de la République. Mais avec quelle aide en ce moment? Qu'est-ce que vous apportez au président de la République? Parce que j'ai échangé avec quelqu'un aujourd'hui qui dit que Félix Tshisekedi est entouré des ingrats, des gens qui veulent ce qu'il a, mais qui ne protègent peut-être pas ce qu'il est. Il est insulté, vilipendé, lui, sa famille, sa femme, ses enfants, ses frères. En ce moment même, on a lu un article, on est en train de fouiller les comptes, mais personne ne monte au créneau pour le défendre. Nous le faisons pertinemment bien. L'UDPS est là et c'est même pour ça que nous sommes en train de nous organiser. Il est certes vrai que quand on arrive au pouvoir, vous avez tout le monde qui arrive, tout le monde qui flatte. Et il y a effectivement aussi des gens qui travaillent pour la bonne marche du pays, comme il y en a d'autres qui sont des profiteurs. Ça ne manque dans aucun régime, ça existe. C'est comme ça que le fils UDPS, qui ont milité pour que nous en arrivons là, s'organisent effectivement en tenant compte de notre expression démocratique. Nous sommes déjà un parti de grandes libertés. Et quand les libertés s'expriment dans un contexte d'un pouvoir à gérer,
On a souvent une confusion qu'on entretient entre cette liberté, dans la manière dans laquelle on l'utilise, et aussi le leadership qu'on voudrait voir effectivement chapeauter tout ça. Donc, nous sommes à pied d'œuvre. Je pense qu'incessamment, vraiment, il y aura une très belle surprise. Le président de la République n'est pas abandonné. Il n'est pas abandonné, il ne peut pas être abandonné parce qu'il représente un parti le plus démocratique en RDC. Très bien, merci beaucoup Donald Kabasele. Dans le même ordre, on va prendre la toute première question de réflexion. Nous en parlions en off. Vous êtes sans doute étonnés comme nous. On n'avait pas le programme de l'émir du Qatar en avance. On a senti quelques travaux d'urgence à Kinshasa. Jusque tard la nuit, on était en train de boucher les trous sur tout son trajet, de l'aéroport, en passant par Triomphal, 24 novembre, ex-24 novembre, jusqu'au Palais de la Nation. Mais l'émir est déjà en train de partir aussi vite qu'il est arrivé, alors que au Rwanda voisin, il est resté pratiquement 48 heures. Comment comprendre ce geste en diplomatie? Nous sommes sur ce plateau entourés quasiment des soutiens du président de la République, donc il n'y aura peut-être pas des grandes contradictions, mais des analyses que l'on espère pertinentes. On va commencer avec le chef du Parti communiste, M. Sylvain Bossois. Vous interprétez comment cette démarche de l'émir du Qatar qu'on a bien accueillie, à votre avis? Merci beaucoup. Moi, je commence par des affirmations. Première affirmation est que Lumumba, notre héros national, disait que l'histoire du Congo ne sera pas écrite à Washington, à Paris, Londres, mais sera écrite par les Congolais eux-mêmes. La paix au Congo n'est pas une affaire de Washington, ni de Qatar. C'est une affaire exclusivement des Congolais. Ça, c'est deuxième affirmation. Troisième affirmation est qu'entre les États, il n'existe pas des amitiés, il n'y a que des intérêts. Qatar. Qatar est juge et parti. Comment ça? Et prend parti pour qui selon vous? Qatar a des projets à impact visible au Rwanda. La compagnie d'aviation rwandaise sont des avions exclusivement de Qatar. L'aéroport. L'aéroport, raffinerie de des minéraux que Paul Kagame vole au Congo. Et Qatar et le Rwanda en profitent. L'émir le sait. Tout le monde le sait. Qatar a une vision aussi de travailler avec la RDC. Mais des affaires sont opérationnelles en marche à Kigali. Il peut dormir à Kigali pour évaluer et pour voir quelle stratégie prendre. Parce que toute la communauté internationale aujourd'hui sait que les militaires rwandais sont sur le territoire congolais. Les experts de l'ONU dénoncent et qu'il n'y a aucune sanction pédagogique comme l'Occident le fait en Russie. Il y a des sanctions qui sont visibles. Qu'on attaque même l'économie russe. Mais ici, on n'attaque pas l'économie rwandaise, mais on soutient. Il y a un message politique, idéologique et diplomatique. Donc selon vous, l'émir de Kinshasa par rapport à Kigali? L'émir de Qatar a réuni dernièrement les délégués du gouvernement congolais et les délégués du M23. Et le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. C'était même sur le message du chef de l'État qui disait que c'était un mouvement terroriste. Or, partout au monde, un mouvement terroriste, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. On l'écrase.
Vous ne pouvez pas demander aux Américains, après le 11 septembre, qu'il faut dialoguer avec Al-Qaïda. Aucun Américain sérieux peut vous comprendre et peut accepter. Mais dans le cas d'espèce, on exige au gouvernement congolais de rester sur la table avec un mouvement terroriste qui incendie, massacre, pille, terrorise la population. Nous sommes en face d'un complot international. Et dans ce complot international, si les Congolais sont toujours dans les zizanies de division, alors nous allons perdre. Très bien. L'essentiel, c'est l'unité des Congolais pour faire face à ces complots internationaux. C'est ça la solution. Il est passé au Rwanda, il a passé la nuit au Rwanda, ici il a fait quelques heures au Congo. Bien sûr, il y a des projets, comme des projets dans le domaine des transports. Il y a des accords dans le domaine des transports entre des ministres, des Qatar et notre ministre. Il y a aussi des accords avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, des passeports diplomatiques, vous n'avez pas besoin de visa pour entrer à Qatar. Ça, c'est quelques éléments que je retiens entre les Et il y a quelques protocoles d'accord quand même qui ont été signés et on va évoquer ça tout au long de cette émission. Donc deux aujourd'hui au Palais de la Nation. Monsieur Henri Kalimassi, vous, cadre de la FDC, vous avez aussi suivi ce mouvement. C'est quand même à haute portée symbolique. Le président de la République, toujours élégant, s'est présenté à l'aéroport à bonne heure. L'avion était à peine à terre que Félix Tshisekedi était déjà sur la tribune pour accueillir son homologue. Mais voilà qu'on est surpris de savoir qu'à peine 5 heures plus tard, il est déjà en train de repartir. En tant qu'analyste, vous suivez quand même ces questions de près depuis très longtemps. Comment vous interprétez cela? Oui. Vous devez savoir que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin politique. C'est un fait diplomate. Ce n'est pas qu'il n'est pas informé de tout ce qui se passe. Et ce qui l'importe, quel que soit le prix, c'est la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République sait que le Qatar est avec le Rwanda avec un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Et cet investissement, c'est au prix des minéraux du Congo et des sangs des Congolais. À la fin de votre réflexion, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer comment il est stratège, comment il est au courant de tout ça, mais il accepte quand même d'aller s'asseoir sur une table avec un tel arbitre. C'est un match perdu d'avance. Vous savez, la politique des chaises vides ne paye pas. Il faut savoir affronter son ennemi. C'est ce que le président de la République est en train de faire. Il ne faut pas seulement voir les choses d'une manière négative. Le chef de l'État est à la tête de ces pays comme garant de la nation et le bon fonctionnement des institutions. Il avait prêté serment pour la sauvegarde de l'ensemble du territoire congolais, pour la protection de sa population. C'est là où je venais en vous disant qu'il sait qu'il y a un investissement d'1 milliard, que le Qatar avait investi au Rwanda, que le Qatar aujourd'hui est en train de vouloir protéger pour que le Rwanda arrive à payer son argent. Et pour que le Rwanda paye cet argent, il doit puiser ses minéraux au Congo, tuer les Congolais. Mais maintenant, comment contourner cela pendant qu'aujourd'hui, la RDC a découvert que, et la communauté internationale a découvert que c'est le Rwanda qui a agressé le Congo depuis toutes ces années et non les milices ou les rébellions montées par les Congolais eux-mêmes. Sachant cela, par les dénonciations du président de la République, qui n'est autre que le président Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit le Qatar, que ce soit les États-Unis, tous sont derrière Kagame. Mais cela ne va pas décourager le président de la République. Qu'est-ce qu'il donne en retour? Un sage homme. Oui. Un sage homme, il sait que
sur le plan diplomatique, le fait que l'émir du Qatar puisse commencer par le Rwanda, alors que les intérêts que le Qatar a au Rwanda se trouvent au Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays continent dont le Rwanda peut entrer plus de 80 fois. Allez-y comprendre que la présence aujourd'hui, ça nous devons nous dire la vérité, au Congo, de l'émir du Qatar, peut-être c'est un semblant diplomatique. C'est un semblant diplomatique parce que ça a été décrié. Pourquoi il devrait commencer par le Rwanda? Pourquoi sa présence au Rwanda? Alors que c'est lui qui joue la médiation entre la M23, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est là où je voudrais peut-être demander à l'émir du Qatar, par rapport au rôle qu'il joue, de jouer un franc jeu. Et il doit savoir que... Un franc jeu pour gagner quoi? Tout ce dont il a besoin, il l'obtient déjà du Rwanda. Il va jouer franc jeu. Non, il n'obtient pas tout. Qu'est-ce que la RDC propose? La RDC, ce qu'il propose, c'est d'abord la paix. La paix par rapport au sang des Congolais qui coule. La paix qui va stabiliser son économie par rapport au pillage de ses minéraux. La paix qui va sécuriser ses frontières. Mais tout ça, ça profite à la RDC. Qu'est-ce que le Qatar gagne dans ça? Mais le Qatar est en train de protéger ses investissements de 1 milliard qu'il avait investi au Rwanda. Et c'est 1 milliard, les minéraux, on venait de le dire ici, qu'il y a une raffinerie, il y a un aéroport qui a été construit, il y a les avions. Tout cet argent, par rapport à leur contrat signé, c'était dû aux minéraux congolais, à l'exploitation du cobalt, et du coltan, de nobium, la castérite et de l'Est. Très bien. Vous comprenez? Alors, je vais vous rappeler une chose. Quand bien que c'est le Qatar qui joue le rôle et que les États-Unis aujourd'hui entrent en jeu, avant qu'ils n'entrent en jeu, effectivement, le président américain Donald Trump s'est rendu au Qatar pour aller comprendre comment les jeux se jouent. Vous comprenez? Quelle que soit la décision qu'il avait prise, après sa rencontre avec l'émir du Qatar, il est rentré, il a changé les jeux par rapport à l'activisme qu'il avait par rapport à ces réconciliations. Vous devez savoir que, vous devez comprendre que le chef de l'État, tout en connaissant tout cela, il doit jouer à une diplomatie avérée, à une intelligence qui doit faire en sorte qu'il gagne la paix face à ces complots internationaux. Très bien, je prends M. Christian Choukouro aussi. On se pose la question. On a vu quand même le déroulé du séjour de l'émir au Rwanda. Paul Kagame, passé maître de la manipulation, de l'art de la manipulation quand même, a tout rendu joli. L'émir en relax, en train de prendre son cadeau, un troupeau symbolique quand même hein, pour la région, on doit le dire. Si il devait passer nuit ici, ce qui nous aurait peut-être fait plaisir vu tout l'arsenal qu'on a déployé pour le recevoir, qu'est-ce qu'il allait avoir comme activité ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que le Congo offre à un invité de cette carrure, par exemple? Ben, cher Ochokoum, je commence par saluer les téléspectateurs et surtout mes compatriotes sous la prison de terroristes du M23, en réalité du Rwanda, parce qu'il faut avouer que nos territoires sous les sièges de l'ennemi, le Rwanda, c'est connu de tout le monde. J'aimerais les appeler à la résistance, mais aussi à l'espérance, parce que nous pensons que d'ici là, ils seront une fois de plus libres, mais nous appelons aussi à la justice pour toutes les victimes de Kagame, quels que soient tous les arrangements qu'il faut avoir, il faut qu'un jour Paul Kagame paye, parce que c'est lui le bourreau et c'est lui l'auteur de tous ces massacres depuis 3 décennies.
Pour répondre à votre question, je ne suis pas du comité d'organisation. C'est la présidence qui fait ce genre de choses. Mais ce que je sais, c'est que c'est quand même quelque chose à encourager, même si il y a ces déséquilibres, le fait qu'il ait passé nuit à Kigali et qu'il ait tous les temps de visiter, connaître certains endroits à Kigali. Mais n'oubliez pas que nous venons d'une situation où tous venaient et ils s'arrêtaient quelque part là-bas. Nous, on les voyait de loin. Le président israélien, lors d'une tournée, je crois, il y a de cela 2 ou 3 ans passés, a fait une tournée dans la région sans venir ici à Kinshasa. Le fait que, même si c'est une demi-journée, qu'il commence à venir à Kinshasa, ça veut dire que les troupes dans lesquelles nous étions est en train petit à petit de disparaître et que nous sommes fréquentables à nouveau. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette fréquentation? C'est ça le problème. Parce qu'on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avec quelqu'un qui analysait la situation, qui dit, OK, il arrive là-bas, Paul Kagame lui présente les usines pilotes déjà. Ici, on peut transformer ceci, on peut transformer cela. On a un ingénieur formé pour tel autre domaine. Même si le monde entier sait que ces richesses ne se trouvent pas au Rwanda et qu'elles sont pillées au Congo, mais au moins là-bas, il y a la volonté, il y a déjà l'application, le train est déjà en marche. Mais quand on vient à Kinshasa et qu'on doit signer encore des papiers, des histoires qu'on a peut-être déjà évoquées à Doha, on ne profite pas de cette fréquentation que vous êtes en train de vanter. Non, non, ça c'est votre lecture. Mais n'oubliez pas que nous avons des minerais qui étaient jadis vendus sans nous. D'ailleurs, je crois que les deals qu'il y a entre le Qatar et le Rwanda, c'est derrière cet or de contrebande qu'il y a chez nous dans les Sud Kivu, les coltans dans les Nord Kivu, et j'en passe. Et donc, si hier, il fallait passer par Kagame pour obtenir tout cela, et qu'aujourd'hui, on sache qu'il y a un Congo, le pays d'origine de ces minéraux, leur vendu par un intermédiaire Kagame pour justement alimenter les chaos, je crois que c'est quelque chose à encourager. Parce que maintenant, désormais, nous serons comptés parmi le partenaire du Qatar, spécialement dans la vente de minéraux qui viennent de chez nous. Et nous en tirerons grand profit. Cependant, il nous faut un peu du sérieux de l'organisation parce que, comme vous le savez, les États n'ont pas des sentiments d'amitié, ce sont des intérêts. Les partenaires peuvent voir ce qu'ils gagnaient dans cet imbroglio et ce qu'ils gagnent avec nous, surtout avec la corruption ici et là. Mais écoutez, le choix est clair. Alors, il ne faut pas donner, des raisons à ces partenaires d'alimenter le plan de Kagame qui n'a jamais abandonné le plan du chaos chez nous parce que lui, dans les accords, vous ne l'aurez pas. Lui, il n'a que il vit du chaos qu'il a RDC. D'alimenter les chaos parce que c'est dans les chaos qu'il se trouve en bonne santé. Ça c'est très bien. Je vais prendre Donald Kabasele aussi parce qu'on parle de ce Congo de retour sur la scène internationale. C'est cela même, hein. L'UDPS avait vanté cela. Voilà, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Le Congo est isolé. On a même, c'est qu'on avait autrefois Maison Schengen fermée ici à Kinshasa, des ambassadeurs révoqués, même le représentant du pape en RDC, je crois qu'il était en très mauvais termes avec Kinshasa. Félix Tshisekedi vient. Kinshasa est de nouveau hospitalier. Kinshasa accueille des chefs d'État. Le président de la République voyage énormément. C'est critiqué, mais l'UDPS justifie ça parce que ça va porter des fruits. Mais aujourd'hui, la fréquentation est de retour. Mais est-ce qu'on était préparé? Ok, on peut être visité, mais pour présenter quoi à la face du monde? Merci pour la question. Ça valait la peine que le président de la République se déplace, renoue le contact et remette notre pays, on va dire, au centre des intérêts du monde.
effectivement, le pays était isolé, complètement isolé. Vous avez rappelé le fait, et ça ne servait à rien de vivre, on va dire, cette solitude, alors qu'on avait besoin de partenaires à offrir, pas seulement pour prendre ce que le partenaire amène, mais on avait besoin de ces partenariats-là pour qu'ils soient réciproques. Deuxièmement, le président s'est déplacé justement pour parler de la guerre qui nous décime. Ça va faire plus de 3 décennies que nous vivons une situation de guerre permanente. Laquelle guerre, vraiment, nous prend tout ce que nous avons de meilleur. Nous prend notre économie, ça prend nos minéraux, et tout ça, nos hommes, nos enfants, nos femmes, et tout le monde, privé d'éducation, comme vous le dites, et donc c'est pendant 30 ans. Alors qu'on avait la plus grande force de l'ONU du monde, qui n'a pas réussi à mettre la paix. Il faut le reconnaître. Parce que l'ONU arrive en 99. Jusqu'aujourd'hui, nous avons l'ONU avec nous. C'était pour une mission de pacification. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a été pacifié? Pas du tout. C'est pour autant dire qu'on devrait se taire et dire, ben écoute, comme on n'est pas pacifié, on commence à faire autre chose, on n'en parle pas. Le président Tshisekedi, on doit le reconnaître. Il est l'unique président. Pendant que nous avons commencé à connaître cette guerre, je parle de 1994, lors de l'opération turquoise et ses conséquences. Il est l'unique président qui a porté cette question de guerre, de paix, à un niveau jamais atteint. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, on forçait les choses pour signer de petits accords et revenir après. Et c'était des victoires d'étape. Un semblant de paix. Un semblant de paix, vous signez. Mais quand même une paix, parce que là, on ne parle de absolument pas de paix. S'il vous plaît, autant endurer et trouver une solution définitive et permanente. On a signé en 2009 avec le M23. À l'époque, c'était le CNDP. On a accepté de tout céder au M23. Tout. Ils sont revenus en 2012, sous d'autres formes. Et ils ont continué de semer les chaos. On a encore signé avec eux. Ils sont partis. Le président Tshisekedi arrive. Il réapparaît sous une autre forme. Pour nous imposer des signatures. Et Tshisekedi dit, je ne signe pas. On se met d'accord que c'est le Rwanda qui nous agresse. Tout est clair et tous les États sont témoins. Parce qu'il faut reconnaître que pendant qu'on nous pillait, tous les pays qui nous aident actuellement étaient des bénéficiaires de cette manne. Vous voyez, quand le minerai est entré par le Rwanda, il y a toujours des sociétés jusqu'aujourd'hui, de multinationales, qui sont au Rwanda et qui travaillent, qui profitent de ce minerai de sang. Est-ce qu'on va parler de recevoir l'émir du Qatar? Est-ce que notre objectif, c'est de voir l'émir dormir chez nous ou partir le jour d'après? Est-ce que notre problème, c'est d'avoir l'émir pendant 2 heures du temps? Est-ce que notre problème, c'est de dire, est-ce que l'émir a fait, il a dormi au Rwanda, il n'a pas dormi chez nous? Ce n'est pas ça notre problème. On pouvait ne pas avoir besoin de l'émir. Mais pour l'instant, on a besoin de l'émir parce que nous voulons parler de la paix. La paix, c'est tout ce qu'on va proposer pour l'instant. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. La seule chose qui nous manque, c'est la paix. Et c'est ça la démarche du président de la République. Voilà comment il va jusqu'à convaincre l'administration américaine de s'inviter dans cette guerre. Et nous avons vu les États-Unis s'impliquer. Les États-Unis, dans leur relation avec le Qatar, ils ont désigné les Qatar. Vous voyez, il y a tout ça qui se décide. Donc, ce n'est pas la peine de dire ou de fustiger le fait qu'on va partir des États-Unis, Qatar, Union africaine, EAC, SADC. Tout ce qu'il faudra faire pour avoir la paix, Tshisekedi est prêt à le donner. Il a même promis que jusqu'au sacrifice suprême, il peut tout céder parce qu'il a besoin de la paix. Ne nous en moquons pas, pas du tout. Félicitons-le, appuyons-le, soutenons-le. C'est vrai qu'il y a un scepticisme, on va dire un antidogmatisme, qui est né du fait que la guerre a perduré. Oui, parce et que on plus commence ça prend du temps, à voir même le geste.
plus ça prend du temps, plus la population souffre, plus on s'habitue. Il y a des gens qui commencent à prendre goût, à parler de balkanisation et tout le reste. Ceux qui se retrouvent de ce côté-là sont en train de s'organiser et ça prend une mauvaise tournure. Ce ne sont pas des scénarios à exclure. Mais quels scénarios ne sont pas exclus? La balkanisation, c'est le plan le plus pointu qu'ils ont. Tous les adversaires de la RDC veulent voir ce pays déchiré et divisé. Ça, c'est une évidence. Voyez-vous? Mais la hauteur, la grandeur de l'acte du président, qui ramène cette question à la table de discussion dans le monde, est une menace au plan de balkanisation. Ça veut dire, pour l'instant, même s'ils avaient ce plan, même s'ils voulaient l'appliquer, ils ont perdu des yeux du monde. Voyez-vous? Des engagements pris et de tout ce qu'ils font. Parce qu'imagine, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui dans la position qu'ils occupent actuellement? Je veux parler des terroristes du M23 et de leur suite. Qu'est-ce qui leur manque de déclarer les régions occupées comme des zones conquises et des États entiers? Mais c'est parce qu'ils ont maintenant peur, non seulement du droit international, mais de la manière dont nous avons porté les combats de la paix et de la guerre. Donc, que le MIR parte dormir au Rwanda, qu'il vienne passer 2 heures du temps à Kinshasa, cela nous importe peu. Tout ce dont les Congolais ont besoin, c'est de voir la paix revenir. Ne nous leurrons pas. L'Amérique qui nous soutient aujourd'hui a des sociétés multinationales installées au Rwanda, qui produisent, qui prennent notre cassiterite. Mais pourquoi font-ils confiance à ceux qui n'ont pas ces éléments de production? Pourquoi font-ils confiance au Rwanda et pas à la RDC? On peut tout dire, dormir, c'est symbolique, c'est pas symbolique, c'est pas un problème, mais on a l'impression qu'ils prennent plus au sérieux un plus petit pays que le plus grand, qui est le nôtre, et qui possède tout. Nous avons le même problème en Afrique, c'est le même problème au Moyen-Orient. Même le Proche-Orient et tous les autres, tout le voisin d'Israël, on va dire, parle de la même manière. Comment nous qui avons tout, qui sommes grands, pourquoi ils se recroquevillent sur tel? C'est ça. Ce sont des plans de prédation. Ces plans sont vraiment bien conçus. Ces plans tiennent compte effectivement de la petitesse de certains pays. Parce qu'on essaye de faire croire au Rwanda qu'il ne peut pas vivre s'il ne nous agresse pas. Ça devient une question de survie pour eux. Ça veut dire si on arrête la guerre, on est foutu. Nos usines vont fermer, tout ça va fermer, nos enfants ne vont plus étudier. Et donc on leur fait croire que si vous avez besoin de vivre en toute dignité, il fallait voler à la RDC ce qu'elle a et rester comme ça. Donc une idéologie. Si on réussit aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, à convaincre tous les soutiens qui, à son temps, appuyaient le Rwanda, ou même s'ils continuent de l'appuyer jusqu'aujourd'hui. Mais si on arrive à les convaincre qu'il faut qu'il y ait la paix, qu'il faut qu'ils reconnaissent que le Rwanda, c'est lui qui agresse, ce sont de grandes avancées. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter, on va dire, la feuille de route qui venait d'être signé ici le 15 novembre. On parle d'une page blanche signée, hein, parce que c'est à ça que vous allez tous réagir. On commence par vous. On parle d'une page blanche signée parce que le changement serait que l'autorité de l'État soit rétablie tout de suite après cette signature. C'est-à-dire qu'on ouvre l'aéroport, que l'on prenne notre avion à Njili comme on avait l'habitude de le faire, pour atterrir à Kavumu, pour atterrir à l'aéroport international de Goma. Mais ce n'est pas encore le cas. On a entendu les occupants, comme on les appelle, l'administration du M23, parler de neutraliser les Wazalendo, de faire ceci ou cela encore comme action. On se pose la question. On est en train de tourner en rond. On a cité des capitales ici. Luanda il y avait eu une signature à Luanda. Puis, on a parlé de signature symbolique. Aujourd'hui, une signature à Doha. Peut-être encore une signature symbolique parce que les échanges doivent encore continuer à Lomé. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond avec cette deuxième thématique? On commence avec vous et on va faire le tour de table encore. Je suis d'accord avec votre réflexion. Je vous ai dit que le temps qu'a pris cette guerre, tous les Congolais, même moi-même, sommes impatients de voir la paix revenir. On voulait même que ce soit par un coup de baguette magique. On se réveille un matin, on dit que tout est terminé. Vous voyez? La guerre, on sait quand elle commence. On ne sait jamais quand elle finit. La guerre a beaucoup de tournures. Vous ne pouviez pas imaginer. Parce qu'on est en guerre ou on est agressé?
C'est ça aussi le problème. Bien sûr, on est agressé. C'est soit l'un, soit l'autre. S'il vous plaît, on est agressé. Et parce qu'on est agressé, il y a une guerre de suite de cette agression. Vous voyez? On ne va pas appeler ça un combat. On va appeler ça une guerre parce que c'est des armes qui retentissent et des répliques sont faites dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Voyez-vous? Donc, quand la guerre commence, on sait. Quand elle finit, on ne sait pas. Voyez-vous? On voulait bien que les choses finissent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, le fait pour nous d'engager des discussions avec le M23, le fait pour nous d'avoir un accord de principe qui définit une feuille de route, un calendrier d'opération, avec à la base un cessez-le-feu permanent, un échange de prisonniers, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et on va dire... Mais on a échangé quelques prisonniers déjà, par exemple. Non, mais c'est un accord de principe qui a été signé. C'est vrai que les Congolais, nous ne croyons plus. Nous ne croyons plus, on n'a plus de avec raison. Bien sûr, avec raison. Mais on s'est dit, parce que nous étions dans une situation de complicité internationale, on nous a toujours reproché que nous ne voulons pas parler avec les autres. Nous ne voulons rien faire avec eux. Le monde entier était ligué contre la RDC. Quand vous partiez, on partait effectivement dans les conseils de sécurité, dans le monde, quand on prenait des résolutions, on condamnait même les responsables congolais. Rappelez-vous, à l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu des responsables être sanctionnés, les gels de leurs comptes, de leurs avoirs, et tout ce qui restait, c'était peut-être toucher le président, on va dire Joseph Kabila de l'époque, peut-être prendre ce bien et tout. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était un jeu congolais. Ce n'était pas un jeu de l'extérieur. Aujourd'hui, le fait que le monde entier dise que c'est la RDC qui a agressé, c'est quelque chose. Mais est-ce qu'on se limite là? Pas du tout. Vous voyez régulièrement les communiqués du M23. Qu'est-ce qu'ils disent? Leurs positions sont attaquées par le FARDC. Ça veut dire que, au-delà de cette symbolique, au-delà de cette diplomatie, au-delà de tout ce qui se fait à la télévision, nous avons de forces loyalistes qui se battent mordicus pour refaire l'unité de notre pays. Très bien. Donc, on n'est pas condamné aux accords. Il y a un travail de terrain qui s'abat et qui va produire des résultats dans un futur beaucoup plus proche. Très bien. Petite parenthèse, peut-être que vous ne le saviez pas, suite à une pression intense, quand même, des Congolais à travers les réseaux sociaux, le Rwanda a finalement vu son contrat avec des grands clubs en Europe être résigné. On avait parlé du Bayern Munich à l'époque. Aujourd'hui, Arsenal, qui est, il faut le signaler, le club préféré de Paul Kagame, a aussi eu à résigner son contrat selon Kigali. Selon Kigali, j'insiste, il s'agit de la fin, les objectifs sont atteints, mais selon le groupe des supporters qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on veut la paix, on veut de l'argent propre qui soutienne les clubs et pas le contraire, c'est prouvé, vous pouvez les vérifier sur les réseaux sociaux. Je vais revenir chez le chef du Parti communiste, M. Sylvain Bossois. Pour lui, il a parlé d'unité des Congolais. On a suivi le message de Martin Fayoulou cette semaine, ça devait être mardi. Il est un peu allé dans ce sens-là. Pour lui, la paix, ce n'est pas ce que l'on va obtenir à Doha, ce n'est pas ce qu'on va obtenir peut-être aller chercher encore à Lomé, mais c'est ce que l'on trouvera ici en discutant entre Congolais. Oui, je voudrais d'abord passer un message au gouvernement. Que ce soit émir du Qatar, Paul Kagame, Trump, tout le monde travaille pour les intérêts de leur pays, pas pour les intérêts de la RDC. Et qui travaille pour les intérêts de la RDC? À nous, les Congolais, de travailler pour nos intérêts. Pour cette raison, il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Sérieux dans ce que nous faisons. On n'a pas eu une communication sérieuse de la part du gouvernement. Le retour là, vous êtes en train de contredire M. Kabassel et qui dit que ça apporte quand même des fruits. Aujourd'hui, c'est condamné partout à travers le monde. Que je termine d'abord mon explication. Allez-y, allez-y. J'ai dit,
M23 avec le gouvernement, M23 rentre avec une communication. Quelle est la communication? M23 vous dit ceci dans les réseaux sociaux. Nous allons écraser FDLR et nous allons désarmer les Wazalendo. Ça, c'est une affirmation selon le contexte de leurs accords signés. Or, qui dit Wazalendo? Dit le peuple organisé, armé pour défendre la patrie. Donc, vous ne pouvez pas démobiliser celui qui défend sa patrie. Ça, c'est une vérité. Deuxièmement, il y a une jurisprudence à San City. Les Maïmaï, c'était une composante. Et les Maïmaï aujourd'hui sont représentés par les Wazalendo. RCD Goma, c'était une composante. RCD Goma est représenté aujourd'hui par le M23. Parce que c'est le même mode opératoire. Que le gouvernement soit sérieux dans ses engagements, c'est que parler M23, parler de désarmer les Wazalendo, ça ce sera une faute grave. Une faute grave parce que grâce aux efforts de Wazalendo, que plusieurs villes ne sont pas encore tombées. On ne peut pas récompenser le peuple organisé par une punition collective. Pour nous, pour notre parti, nous pensons que les Wazalendo doivent être considérés comme une composante au même titre que les autres qui sont avec le gouvernement à Doha, soit à Washington. Là, vous créez encore une autre partie. S'il vous plaît, moi je parle d'une vision claire. Que le peuple organisé, on ne peut pas le désarmer. Comme dit le M23. Ça, c'est une précision. Et c'est une position qui nous concerne, qui concerne notre parti. Que les Wazalendo méritent respect, méritent protection de la part du gouvernement pour avoir appuyé le gouvernement à pouvoir arrêter, à empêcher la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est une précision. Et vous savez que c'est parti d'une bonne intention quand même. Deuxième précision. Parce que vous avez parlé des Maïmaï tout à l'heure, tout est parti d'une bonne intention, mais après ça s'est transformé en dérive. Avec les Wazalendo aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui regrettent, qui réclament que voilà, c'est un groupe parfois indiscipliné qui cause du tort à la population. Il y a des pillages, il y a des viols, il y a des vols. Je dois vous dire ceci. Paul Kagame a été formé aux États-Unis. Il connaît bien comment neutraliser son ennemi à travers la diversion. Il fabrique les faux Wazalendo comme il fabriquait des faux Maïmaï. Et le gouvernement sait quelle tendance des Wazalendo qui appuie directement le gouvernement. Et ceux qui y attaquent le gouvernement. Il y a des services de sécurité qui connaissent bien et indiquent les vrais Wazalendo et les faux Wazalendo. Ça, c'est une autre option. Je dois vous dire ceci. Les accords, quand on nous dit accord, on n'a jamais résolu un problème avec les terroristes par les accords. Les terroristes, on les écrase. Et les Wazalendo sont capables, s'ils sont financés par le gouvernement, d'écraser les M23. Deuxièmement, il y a les accords. Trump ne dirige pas seulement les accords avec Rwanda et RDC. Il négocie aussi entre l'OTAN et la Russie pour trouver les accords entre l'OTAN et la Russie sur le terrain de l'Ukraine. Ces accords ont abouti à quoi pour aujourd'hui? Je pense que le gouvernement doit ouvrir l'œil. Parce que ce sont les mêmes qui ont donné les démocrates
qui ont armé Paul Kagame, qui l'ont introduit au pouvoir et qui ont des multinationales qui profitent des minerais du Congo, ces gens-là ne dorment pas. Ils soutiendront toujours Paul Kagame jusqu'à la fin. D'où il faut changer les logiciels diplomatiques, changer la manière d'agir. Parce que Paul Kagame connaît aujourd'hui qu'on n'est pas dans un monde unipolaire. Nous sommes dans un monde multipolaire. Et qu'il n'y a pas seulement les États-Unis qui ont le droit du feu, ou le droit maintenant d'imposer maintenant sa position. Kigali sait que ce soit s'il est avec M. Trump, il doit aussi coopérer ailleurs. Je viens de la Russie. Il y a tous les pays limitrophes de la RDC. Tout, j'ai dit tout sans exception, y compris les Rwandais, ont des accords militaires avec la Russie. Mais ici, il y a des individus qui ont peur même de coopérer avec la Russie. On comprend votre position quand même de communiste. Hein? Non, ce n'est pas une position patriotique. On a besoin de la réponse. On ne doit pas l'Occident, si on voit toujours l'Occident, c'est l'Occident qui est au Congo depuis 1884. Avec quel bilan? Et nous disons que le même monsieur qui nous agresse, on trouve ces militaires en Chine, on trouve ces militaires en Russie, Paul Kagame, mais ici chez nous, on dit non, s'il faut aller là-bas, en Russie, c'est-à-dire, vous serez indexés comme les amis, alors que même Paul Kagame n'a pas peur pour les intérêts de son pays. Très bien, on prend aussi monsieur. Alors je pense que ce qui est nécessaire pour nous maintenant, voici ce que dit le secrétaire général de l'ONU. Il vous dit clairement, il dit les M23 que vous voyez là, ils ont des armes sophistiquées plus que le MONUSCO, plus que l'ONU. Qui leur donne ces armes? Qui finance l'armée rwandaise? Les États-Unis, l'Union européenne et tant d'autres, la Grande-Bretagne. Qui finance? Alors à nous d'être responsables et de déclarer que nous sommes agressés, utiliser les voies de la justice, la voie de la justice jusqu'à obtenir la condamnation comme on a condamné l'Ouganda, et aussi arriver à avoir des accords militaires aussi avec le pays des BRICS. Ça peut faire l'équilibre. Et ça peut faire... Vous savez, l'impérialisme n'a pas peur des armes. Il a peur de la prise de conscience d'un peuple. Les idées. Nous devons être conscients. Et dans un complot international comme ce que nous avons ici, la force que nous pouvons avoir, c'est l'unité des Congolais. Monsieur Henri Kalima, si on regarde tous ces éléments, on va à Lomé, si on doit y aller. Dans quel état d'esprit? Avec quel argument? Avec quelle stratégie à poser sur la table? Oui, d'abord, je voudrais rappeler que vous avez donné à Donald Kabassé les 14 minutes. À M. Basso, non, on a le temps, allez-y. 10 minutes. Allez-y. Il faut nous laisser aussi le temps de nous exprimer. Gagnez ces minutes-là. Ouais. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord vous rappeler que vous devrez savoir que le président de la République n'est pas dupe. Quand bien même qu'il tient à cette voie diplomatique, tout en sachant que nous avions une armée divisée, une armée infiltrée, une armée peut-être sans armes efficaces pour contraindre nos ennemis. On note que le budget, on a vu le budget. Aujourd'hui, la défense a plus de 8 milliards de dollars. Plus que le budget du gouvernement tout entier dans les années précédentes. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il n'est pas dupe. Il ne faut pas voir ou croire qu'il est en train d'amadouer. Mais on veut voir des résultats. Mais vous savez, le président, moi je retiens toujours comment il était déterminé. Quant à la prise de Goma, il est toujours déterminé. Pour lui, c'était impossible que Goma tombe. On a l'impression qu'on était en train de lui donner des assurances. Mais que finalement, au jour J, on s'est retrouvé face à autre chose. Il est toujours déterminé, mais vous devez savoir qu'il fait face au complot international, qu'il fait face au complot
des opposants qui sont à l'Est, qui ne dorment pas. Parce qu'ils ne veulent pas que Félix puisse ramener la paix à l'Est. Une fois qu'il réussira à ramener la paix, ça sera une disqualification politique de ces opposants qui cherchent à les remplacer demain. Ça, vous devez le reconnaître. Donc, il fait face à un complot, non seulement international, mais aussi à un complot interne par rapport à ces opposants qui sont aujourd'hui à l'extérieur du pays, oubliant que tout ce qu'il est en train de faire, lui, comme garant de la nation, c'est d'abord pour que ce Congo soit réuni, afin que ceux qui veulent les remplacer demain viennent trouver ce Congo uni, réuni et être appelé président de la République. Par rapport au Togo, vous savez, dans tout ce que nous parlons ici, l'élément le plus important, les dénominateurs communs de toutes les démarches, de tous les voyages tels que vous l'aviez dit, que le chef de l'État n'a cessé de faire, c'est la paix. La paix qui est le socle de développement économique, social, politique. C'est ce qui fait que le président de la République ne dort pas et il a réussi à contourner tout ce que Kagame a y assémé durant les années. Et aujourd'hui, nous avons un autre langage et nous espérons que cette paix, cette fois-ci, viendra. Le Togo. Nous donnons la chance au Togo. De la même manière, parce que vous devez savoir qu'il y a eu la Luanda. Aujourd'hui, nous avons Doha qui a tracé les principes. Demain, ça sera Kagame et le président Félix devant Trump par rapport aux accords économiques. Tout ça, le chef de l'État est en train de vouloir ramener la paix. Mais maintenant, le Togo, il faudra maintenant voir quel est le format qui sera ramené au Togo pour que cette paix revienne définitivement en RDC. Quel échec on a eu à commettre des autres côtés qu'on ne devrait pas reproduire à Lomé? Parce que on passe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on signe. Partout où on est passé, on a signé. On a signé à Nairobi, on a signé à Luanda. À Washington, on a signé. Les deux présidents vont peut-être d'ailleurs se rencontrer ici en décembre. Au Qatar, on a signé. L'émir vient de faire le tour Kigali-Kinshasa. Mais la population continue de couper dans la misère. On parle d'un grand remplacement d'ailleurs là-bas, parce qu'on a quand même des nouvelles. Il y a des gens qui sortent, qui rentrent dans leur maison parce qu'ils étaient déplacés. Ils ont trouvé d'autres personnes là-bas. Ils viennent d'où? On ne sait pas. Donc la situation est catastrophique. On perd des hommes sur le terrain. On perd des minerais. On perd des années d'éducation. On perd énormément des projets qu'on va remplacer quand? Parce que ça continue de durer. On parle de depuis 2022, on est en 2025, 3 ans. Tout un mandat du président de la République est en train de s'épuiser. Cette question est sans réponse. Vous savez, M. Christopher, on sait quand la maladie entre dans le corps, mais on ne sait pas quand la personne sera guérie. Là, c'est surtout quand on meurt. Hein? Oui. Et lorsque le président de la République a eu le pouvoir, il pensait avoir des frères. Et il est allé signer partout auprès de ces frères-là, pensant qu'ils étaient avec lui. Alors que tous étaient complices de la République démocratique du Congo. C'est seulement après qu'il a commencé à découvrir qu'il faisait face aux ennemis, aux gens qui convoitaient la République. Vous comprenez? Mais maintenant, si aujourd'hui, Fort Nyansimbe, qui est loin des frontières, des 9 frontières de la RDC, s'est dit prêt à ramener la paix parce qu'il n'a pas d'intérêt par rapport aux frontières. Parce que tous ces pays-là qui sont contre, que ce soit les Kenya, que ce soit les Luanda, vous êtes sans ignorer la question des bornages qui a eu lieu entre la RDC et Kaemba à l'époque. Donc tous ces pays-là, les Kenya convoitent les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, donc tous ces pays limitrophes-là convoitent la République démocratique du Congo et sont ennemis du pays. Et au début, le président de la République ne comprenait pas cela. Il pensait qu'il avait affaire à ses frères. Et comme Franck Fanon le disait que l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette se trouve à la RDC. Pour les chefs, ils pensaient que c'est la RDC qui allait être le leitmotiv pour faire développer d'autres pays. Il s'est fait escroquer. Alors qu'il s'est fait escroquer par tous ces gens-là qui convoitaient les pays. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, on a éloigné
le dialogue au Togo, où le Togo n'a aucun intérêt par rapport aux intérêts égoïstes. Est-ce qu'il y a un pays dans ce monde qui n'a pas d'intérêt à il peut y avoir d'intérêt, mais pas à la manière dont... à la manière dont... Non, soyons sérieux. Le Togo n'a jamais combattu la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Il peut avoir d'autres intérêts par rapport à l'économie. Il peut signer des accords avec la République sans passer par la guerre. Mais aujourd'hui, si le Togo se porte garant pour amener la paix, moi je crois que nous ne pouvons qu'encourager et conscientiser tous ceux qui se liguent aujourd'hui contre le président de la République à se rallier ou à se ranger derrière lui pour d'abord protéger la République, et peut-être ceux qui nous divisent viendront autour d'une table entre Congolais et trouver des solutions. Très bien, Monsieur Christian Choukourou, je l'ai vu prendre des notes attentivement lorsque vous étiez tous en train de parler, et c'est lui le premier à avoir fait un coucou à la population en souffrance en ce moment. J'aimerais quand même qu'il nous dise, parce que le plus grand perdant dans toute cette affaire, ceux qui vivent vraiment directement dans leur chair, au quotidien, toute cette situation, sans répit, c'est la population. On va à Togo, nouveau laboratoire pour la paix en République démocratique du Congo, avec quel argument sur la table pour avoir finalement cette solution, pour avoir finalement cette paix? Oui, je crois que Lomé complète et renforce Doha, en quelque sorte. Mais nous avons mal joué dans ces conflits dès le départ parce que nous avions voulu simplement acquiescer au lieu d'anticiper. Cette guerre, Kagame l'a minutieusement étudiée. En réalité, Kagame nous attaque chez nous en créant un certain habillage qu'on appelle la FCM 23. Il nous envoie les troupes sur notre sol en narguant l'habituel motif d'hébergement des FDLR. Mais nous, depuis tous ces temps, depuis 30 années, si ces FDLR existent là, pourquoi nous ne les avions pas envoyés chez eux? Aujourd'hui, peut-être que la communauté internationale nous appellerait pour jouer à la médiation. Je n'ai jamais pardonné au président Tshisekedi une chose, c'est lorsqu'en 2020, le Rwanda et l'Ouganda voulaient se neutraliser et il a joué les jeux de la médiation. Pour finalement qu'ils se mettent ensemble pour nous faire connaître ce que nous sommes en train de connaître. L'Ouganda nous agresse aussi. Vous ne le savez pas peut-être. Ce qui se passe à Bunia, c'est l'Ouganda, en Ituri. À cause de l'or de la contrebande. Et ils voulaient se battre, justement, à cause de cette influence économique chez nous. Et nous les avions aidés. Malheureusement, nous avons de problèmes tactiques. Et tant que nous ne nous mettrons pas à y réfléchir comme il se doit, nous continuerons de subir ce que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui, la guerre que nous connaissons, elle est régionale. Le Rwanda a réussi à allier autour de lui le Kenya, la Somalie, l'Ouganda, qui le jour vient nous montrer les yeux doux, mais la nuit, c'est eux qui nous tuent. Rutshuru, ce n'est pas le Rwanda qui occupe le Rutshuru jusqu'à Bunagana. Ce sont des troupes ougandaises. Que cela soit clair. Mais pourquoi il n'y a pas cette audace-là de le dénoncer comme on le fait pour le Rwanda? Que cela soit clair. M. Donald Kabasile a parlé aujourd'hui de mettre cette question sur la table. Ni le Rwanda n'ont pas de troupes pour le mettre sur toute l'étendue qu'ils occupent. Rutshuru jusqu'à Bunagana, ce sont les troupes de l'UPDF qui occupent ce territoire. Et donc, moi, je crois que tant que, à côté du président Tshisekedi, il y aura des gens qui lisent les conflits à l'Est dans des journaux et venir faire des analyses farfelues,
nous ne sortirons pas de l'ornière. Le problème est tel que nous devons réussir à allier la région dans notre cause. Quelqu'un l'a dit ici, que nous devons défendre nos intérêts et que ce n'est pas Qatar qui défendra nos intérêts. C'est avant tout nous-mêmes. Et cela passe par aller dans des pays de la région. Mobutu a réussi à le faire. C'est ce qui justifie en quelque sorte les semblants de paix que nous avions eu pendant les 30 années de son règne. C'est parce qu'il s'est ingéré dans des politiques des pays voisins. À cause fort de ce que nous avons, il a réussi à aller faire ce que Kagame fait. Donc Kagame joue la défensive de son pays chez nous. Jadis, nous les faisions. Pourquoi on n'a pas continué sur les faits politique? Et même dans les discours. Parce que tout ce que Mobutu a fait, qu'on le dise, qu'on l'aime ou non, tout n'était pas mauvais. On peut copier ce qui a réussi. Encore que dans la corruption, nous sommes passés champions. Toutes ces choses font que notre force s'enlise, se diminue et fait que notre influence a tendance à être diluée et Kagame en profite pour nous isoler. Il faut que nous ayons une discipline à l'interne. Autre chose, comment voulez-vous que dans un pays responsable, vous avez des Congolais qui se disent Congolais, à cause de petits intérêts gloutons, vous acceptez d'aller vous allier à un agresseur? Vous savez, j'ai suivi Corneille Nangaa, j'ai perdu mon latin. En train de parler de comment il a contacté le président de la République pour son carré minier. Une affaire sous 5 privés. Lui-même dit qu'il est allé le président pour une mine privée. En quoi est-ce nos populations qui sont en train de... Ils sont en train de mourir, pourquoi? Pour ces mines. Mais pourquoi aussi le président lui a pris ça aussi? Pourquoi? Hein? Il n'avait qu'à régler son problème en privé avec le président, pas aller verser les sangs de mes concitoyens. Encore qu'il n'est pas allé le faire chez lui, à Ouattara, dans la chefferie de son père, que je connais bien. Pourquoi on doit continuer à être utilisé comme de papier de toilette comme ça par Kagame? Le problème, c'est aussi nous. Qu'est-ce qui peut vous pousser, cher Christopher, d'aller verser les sangs de vos frères, poussés par un voisin? Dites-moi, même l'argent là, est-ce que quand vous aurez cet argent, vous serez à l'aise dans la vie? Voilà un peu autant de choses. Et même certains politiques qui profitent de la situation de cette pourriture pour chercher à se faire de la santé. Des postes, effectivement. Qui vont de voyage en voyage dans le pays agresseur pour chercher à entrer dans les jeux afin de revenir ici et occuper des postes de responsabilité. Nous ne sommes pas vos otages, messieurs. Nous ne sommes pas vos cobayes. Très bien. Pour clôturer l'émission, j'aimerais que tous les intervenants prennent 1 minute. Et ces 1 minute-là, par respect pour la population qui nous suit quand même à Goma, parce qu'ils nous font des messages à Bukavu, à Rutshuru, à Massissi, partout où il y a encore la télévision et l'électricité, que vous puissiez leur adresser un message. Parce qu'on est tous d'accord que les solutions sont en train d'être cherchées, mais que ça prend du temps. On va commencer avec vous, monsieur Christian Choukourou. Un message en 1 minute, parce qu'on a fini. On m'a déjà fait signe du côté de la production. Donc c'est exceptionnel. C'est 1 minute par personne, par intervenant. Un message aux populations se trouvant en ce moment dans les zones agressées. Je rappelle cette image forte du dimanche soir quand les Léopards ont fait l'exploit face au Nigeria. On a vu à Goma le drapeau flotter, l'hymne national chanté dans les rues rond-point BDG, je me souviens très bien. C'est-à-dire que personne n'a envie que ce pays soit divisé. Aucun Congolais normalement. On vous écoute. À mes frères et sœurs de province du Nord et du Sud Kivu, je vous demande de réclamer à ce que nous puissions nous retrouver sur la table des négociations, parce que nous avons été les seules victimes. Ne nous laissons pas demeurer éternellement les fonds de commerce des politiciens satanistes qui n'égagent que sur nos sangs
pour ces sphères de santé financière et politique. Deuxièmement, je vous demande de réclamer la justice. Et là, je m'adresse particulièrement à la population quinoise. Il faut que nous puissions changer de mentalité. Nous avions connu l'AFDEL, ils sont venus, ils nous ont tués, nous les avions acclamés ici. Sous le RCD, 98, ils nous ont encore tués, on les a acclamés, certains vice-présidents, un autre Kidam, ministre de l'école d'économie, qui se retrouve encore, parce que c'est devenu pratiquement une habitude. Cette fois-ci, s'il vous plaît, n'encourageons pas le mal. Quelle que soit l'issue de ces accords, je vous prie de garder à l'esprit nos concitoyens victimes de la barbarie de ces gens. Parce que plus nous les acclamons, plus nous les encourageons à préparer d'autres rébellions pour nous tuer davantage. Très bien. Monsieur Donald Kabasele. Une minute, sinon monsieur Henri Kalimas, il va rappeler encore. Hein, lui, il met le chrono. Il va rappeler, on vous a donné 14-15. Une minute, un message pour des compatriotes en zone occupée. Nous avons compassion pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Moi, je leur demande de regarder le M23 vraiment, véritablement comme des terroristes. Ce sont des terroristes. Ils sont venus occuper notre pays parce qu'ils sont à la solde d'un État étranger qui est le Rwanda. Voyez-vous? Alors, ce qui consiste pour ce mouvement de détourner le propos des accords de principe, c'est simplement une gargouillade. Donc, ils veulent donner un ornement précieux à quelque chose, ils veulent détourner, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas des responsables. Le vrai responsable de cette guerre, de tout ce malheur, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui les envoie. Et eux, ils ont trahi la République. Donc, le fait pour le gouvernement de la République de se lancer sur le chemin de la diplomatie, aller dans des salons, faire des accords, ainsi de suite, c'est parce que simplement on nous a fait croire que ce serait de panacée souveraine. Pour la communauté internationale, la solution miracle devrait être les accords. Nous sommes arrivés là pour leur démontrer que ce n'était pas celle-ci la vérité. Et c'est comme ça que nous vous promettons que cette guerre sera gagnée sans forcément signer des accords. Et le gouvernement de la République est en train de s'organiser pour ça. Monsieur Henri Kalimassi. Oui, si j'ai un message, c'est à adresser à la population de l'Est. C'est le message du professeur Modeste Bahati Lukwebo, que vous connaissez bien, votre notable, que vous avez élu, votre répondant. Il ne dort pas jour et nuit. Il est derrière le président de la République pour que vous ayez la paix. Soyez-en sûrs que votre notable, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ensemble avec le président de la République, arriveront à gagner cette guerre et la paix vous reviendra. À ce qui concerne Corneille Nangaa, je voudrais les rappeler que tous ceux qui ont tué avec l'RCD et qui ont eu le pouvoir au travers les sangs, ils sont arrivés à Kinshasa, mais aujourd'hui, 80% de ces gens ne sont plus en vie parce qu'ils ont touché au sang. Quelles que soient les prières que vous feriez, quels que soient les dieux que vous prierez, tant que vous avez touché au sang des Congolais, sachez que vous serez rattrapés. Merci beaucoup. On termine avec le chef du Parti communiste, M. Silver Bossois. La paix se gagne, mes frères du Kivu. Le Congo est un et indivisible. Il n'existe pas le Congo de l'Est et de l'Ouest. Nous sommes avec vous. Mobilisez-vous. Prenez ce que vous avez comme moyen de défense et soyez avec les Wazalendo, barrez la route aux terroristes rwandais du M23. Au gouvernement, je vous dis ceci.
Le Rwanda ne respecte pas les accords et ne respectera pas les accords. Parce que à Arusha, Abiyarimana a signé les accords le matin. Après-midi, il a été assassiné par l'armée patriotique rwandaise sous la conduite de Paul Kagame. Au gouvernement de ne pas faire attention aux accords, mais de mobiliser le peuple pour barrer la route aux agresseurs. La paix se gagne. Le gouvernement doit changer aussi le logiciel de sa diplomatie. En même titre que nous sommes avec les États-Unis, la France et d'autres États, il faut aussi signer les accords avec la Russie, avec la Chine et d'autres pays de BRICS, parce que c'est là où il y a un vent nouveau, un vent qui peut soutenir notre économie et qui peut avoir un mot sur la paix. Merci beaucoup. Vous avez suivi Ça fait débat, magazine de Télé 50. Et comme on l'avait prévenu au départ, ce n'était pas de contradiction, mais plutôt de la contribution à ce problème que nous avons en République démocratique du Congo. Notre souhait, c'est le retour de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État pour que nous puissions investir dans l'éducation, dans la jeunesse, dans le développement, pour que nous puissions vivre des jours meilleurs les plus vite que possible. Tout de suite, la fin de cette émission pour suivre les différentes éditions du journal en langue. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.